Bonsoir donc, merci d'être venu assister à cette petite présentation. Donc comme c'est écrit ici, nous allons parler de comment traiter l'actualité par le jeu, et vous pouvez le lire également, je suis Florent de Grissac de la société Casus Ludi. Je vais orienter surtout cette présentation sur nos expériences, donc un retour des expériences que nous avons pu faire en pratiquant le traitement de l'actualité par le jeu, et terminer ça par quelques bonnes pratiques relatives à cette action de traiter le jeu, l'actualité par le jeu. Casus Ludi, nous sommes un studio qui a été monté il y a 2 ans. Nous sommes 3 et notre cœur d'activité consiste à traiter tout et n'importe quoi à travers le prisme du jeu, parce que nous sommes convaincus que le jeu est aujourd'hui un média, que l'acculturation de la population au jeu est arrivée à un point qui en fait un média pertinent pour tout un tas d'autres choses que le simple divertissement, qui est, disons, la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit le plus quand on parle de jeu. On imagine que les gros jeux dont il y a la pub à la télé, eh bien le jeu, ça peut faire beaucoup d'autres choses. Donc on s'intéresse beaucoup à ça, notamment au news game, donc le traitement de l'actualité par le jeu, et puis tout ce qui va être nouvelles écritures interactives et autres expérimentations qui mêlent jeu et information, transmission de savoir, transmission de messages, etc. Nous avons réalisé aujourd'hui 3 news games, un par an à peu près, on est assez équilibré, sur des sujets divers et variés, en lien avec l'actualité. Donc ce sont tous des expérimentations de notre part, c'est-à-dire que ce ne sont pas des travaux commissionnés. On les a produits sur nos fonds propres, juste à titre d'expérimentation pour cette notion de traiter l'actualité par le jeu. Le premier, Chemgas, traite de l'exploitation du gaz de schiste et plus spécifiquement de l'activité des lobbyistes dans le domaine de l'exploitation du gaz de schiste. Le second, Hortoland, est un jeu beaucoup plus petit en termes d'envergure, en tout cas de message. Il a été fait pour une ONG qui s'appelle la Ligue pour la protection des oiseaux. On l'a fait à notre initiative, mais pour soutenir un de leurs combats sur le braconnage des ortolans dans les Landes. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était tester la mécanique d'un news game à une échelle vraiment très locale, puisque effectivement, le braconnage des ortolans dans les Landes n'intéresse pas grand monde au-delà des Landes. Et puis, récemment, et vous en avez peut-être entendu parler, nous avons sorti un jeu sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et surtout sur le débat qui entoure l'aéroport. Un jeu qui a demandé beaucoup de temps. La genèse de ce jeu prédate la constitution de la société Casus Ludi. Il y a eu énormément de travail, notamment en journalisme. Et d'ailleurs, Adrien est là et est le journaliste qui a travaillé sur le jeu, et dont le travail a manifestement été très bien fait, puisque les parties prenantes, opposants et partisans de l'aéroport, nous ont validé le contenu qu'on présentait, et également la CNDP en a fait a partagé le jeu quand il est sorti. Donc voilà, ça ce sont nos 3 expériences de news game que nous avons sorties et qui nous permettent d'avoir un peu de recul sur cette action de proposer un traitement de l'actualité par le jeu. Mais il n'y a pas que des news games qui sont sortis, et c'est ça qui est intéressant, et ça fait aussi partie de l'expérience. Nous avons évidemment pensé à faire un news game au moment de l'attentat à Charlie Hebdo. Et ce jeu n'est jamais sorti, pourtant il était fini. Et il n'est jamais sorti, pourquoi ? Parce que nous avons fait des phases de test avec des gens plus ou moins habitués au concept de jeu, plus ou moins proches des événements qui se sont produits. Et on n'a pas été satisfait de la réception qu'avait le jeu auprès de ses utilisateurs, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait une légère ambiguïté sur certaines parties du message, qu'on n'apportait pas assez que ce qu'on pouvait apporter à tout ce qui était dit à ce moment-là sur cette actualité-là n'était pas plus pertinent qu'autre chose, et donc on a décidé de ne pas sortir ce jeu. Le suivant, The Walking Dead, est un autre échec, en tout cas temporairement. Au-delà du jeu de mots, c'était venu l'idée de traiter de la dette souveraine des pays européens à travers une mécanique de jeu qui nous paraissait très intéressante, qui est celle que certains d'entre vous connaissent peut-être, du jeu Plague Inc., qui est un jeu dans lequel on joue un virus
ou un pathogène quelconque d'ailleurs, pas que des virus, et où on va se déployer sur l'ensemble du monde. Et on se disait, pourquoi pas appliquer cette mécanique aux dettes souveraines, en disant, le joueur va jouer une dette, et puis il va pouvoir essayer de se propager à travers toute l'Union européenne. L'intérêt du jeu, notamment de Plague Inc., c'était qu'il était très formateur. D'ailleurs, il est de simple jeu, il est devenu ce qu'on appelle un serious game, entre guillemets, puisqu'il permet à l'utilisateur, pour essayer de propager une maladie, un pathogène sur la planète, de le faire évoluer, ce pathogène, et de le faire évoluer en utilisant des éléments concrets, réels. Je suis un pathogène, je vais augmenter ma capacité à me propager par les voies aériennes. Et puis à l'inverse, je vais essayer de passer plutôt dans l'eau et je vais pouvoir toucher les pays où il y a beaucoup de côtes, par exemple, alors que voilà, je peux essayer de passer par, d'avoir un pathogène qui se diffuse par les oiseaux et du coup ça va aussi se propager de certaines façons, etc., dans différents types de pays. Donc il y avait vraiment une notion d'apprentissage de ce que sont les pathogènes et on s'est dit, pareil avec les dettes souveraines, personne ne sait vraiment ce que c'est qu'une dette souveraine. Il y a des mécaniques qui les composent, etc. Essayons de voir comment on peut faire un jeu qui permette de faire ça, d'apprendre, de comprendre comment fonctionnent les dettes souveraines et leur propagation d'un pays à l'autre. Eh ben, on n'a pas réussi. Voilà, c'est tout. On avait une idée, elle nous avait l'air très bien, on avait un super jeu de mots, on était contents. D'ailleurs, il n'est même pas de nous. Et on s'est heurté au fait qu'on n'a pas réussi à mobiliser les contenus nécessaires à étayer notre mécanique de jeu, parce qu'on n'avait pas de journaliste économique sous la main, parce qu'on n'avait pas d'économiste qui puisse nous expliquer et nous synthétiser concrètement les éléments dont on avait besoin pour faire une mécanique de jeu. Donc ça, c'est important de savoir qu'évidemment, il faut pouvoir travailler sur des contenus qu'on est capable d'appréhender. Nous, là, pour le coup, ce n'était pas le cas. Donc pour l'instant, le jeu est dans les cartons, et si un jour on trouve les informations qui nous conviennent, on en fera peut-être quelque chose. Et le dernier, Panama Papers, Please, donc qui est là encore une référence à un jeu vidéo existant, qui lui-même d'ailleurs est proche du News Game. Là, la raison pour laquelle nous ne l'avons pas sorti, c'est que quand les Panama Papers sont sortis, on a eu une autre idée de jeu, on a commencé à travailler dessus, et puis globalement, le temps médiatique sur le sujet a été assez court. On avait d'autres choses à faire à ce moment-là, on n'a pas pu se concentrer à fond dessus, et on s'est dit, si on continue à cette vitesse-là, on va juste sortir une fois que tout sera retombé, ça n'a pas de sens. Donc il y a cette problématique de coller au temps médiatique, on s'y est aussi confronté à cette occasion. Sachant que pour les Panama Papers, il y a eu effectivement au moins un news game sorti sur le sujet, mais il avait été fait par des équipes de journalistes qui avaient accès au dossier bien avant qu'il ne sorte pour le grand public. Ce qui est important, du coup, pour coller au temps médiatique. Donc voilà nos productions et nos non-productions à Casus Ludi. Donc avant de commencer sur les bonnes pratiques que nous dégageons de nos expériences passées, je vais vous proposer de faire un tout petit point sur les news games et sur les différents formats de news games qui existent. Les news games, ça sert en premier lieu, ça peut servir à réagir à l'actu. Les deux jeux qui sont présentés ici, ici vous avez 12 septembre, qui est un jeu qui a été fait par un chercheur sud-américain. Et à droite, vous avez un jeu qui s'appelle Les canards voleront toujours plus haut, qui lui a été fait en réaction à un dessin de Boulet, donc un dessin de presse. Et on est vraiment dans le cas de ce type de jeu, dans la réaction à l'actualité, sur la version jeu de ce que peut être le dessin de presse, c'est-à-dire une petite action très rapide qui vient décrypter une actu, ou en tout cas passer un message sur une actu. Il y en a qui ont joué notamment Les canards voleront toujours plus haut. Non, personne, donc je vais vous expliquer le concept. C'est sur les mécaniques de jeu où on tire, on fait de la chasse, on tire aux pigeons ou aux canards en l'occurrence. Là, en l'occurrence, les canards sont des journaux. Donc il y a le jeu de mots évidemment avec le terme canard. Et à chaque fois que l'utilisateur va tirer sur un canard, en fait, il va en générer deux. Le journal va se diviser en deux. Donc en fait, plus on essaye de faire taire la presse, plus le bruit se propage. Et voilà. Le message est très simple, il est immédiat, en quelques secondes, on comprend ce qui se passe. C'est la même chose pour 12 septembre. Au début du jeu, on voit juste une ville manifestement afghane, des gens qui s'y promènent. Certains sont des terroristes, on les voit ici avec une calache à la main. Les autres sont juste des civils et le curseur de la souris est remplacé par une mire manifestement d'armes. Et là, le seul choix que le joueur a, c'est de tirer ou non. Le réflexe un peu commun serait d'essayer de viser un terroriste et puis de tirer. Là, on s'aperçoit que notre missile, il est plutôt contrôlé par un drone et ce n'est pas un tir de sniper. Ça va mettre un certain temps à arriver. Donc le missile arrive, explose, détruit des bâtiments, fait des victimes collatérales parce que les gens ont bougé. Du coup, les civils autour arrivent, pleurent leur mort, rentrent dans leur maison, ressortent avec des armes. Et on s'aperçoit par cette simple mécanique
on comprend le message que veut transmettre la personne qui a fait le jeu, à savoir la violence ne peut engendrer que la violence et aller bombarder l'Afghanistan, c'est pas forcément la solution. Donc on est vraiment là dans la réaction à l'actu et dans le côté où la mécanique de jeu elle-même est rhétorique, c'est-à-dire que c'est la mécanique qui nous fait comprendre le message. Les newsgames peuvent également servir à décrypter l'actu, notamment des actus très complexes. C'est le cas d'Endgame Syria, qui a été fait en 2012, donc au début du conflit syrien, et qui permettait une première appréhension de la complexité de ce conflit qui a beaucoup de parties prenantes. Donc c'est un jeu qui nous permet de comprendre, déjà d'identifier les différentes parties prenantes et de savoir ce qu'ils font, pourquoi, etc. C'est un jeu qui a été fait par Game the News, donc en Angleterre, et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il sert à décrypter l'actu, mais il a également été victime d'une forme d'actualité, qui est la censure. Sur l'App Store, vous le savez peut-être, on n'a pas trop le droit de faire de politique. Donc le jeu a été, pour pouvoir passer sur l'App Store, ils ont juste changé les termes dans le jeu. Donc le jeu s'appelle plus Endgame Syria, mais Endgame Eurasia. Et ça, c'est une petite carte à découper pour comprendre le jeu quand vous y jouez sur l'App Store. Ils ont remplacé tous les noms des parties en présence et des lieux par des noms issus de la mythologie locale. Et comme ça, on peut jouer au jeu sur les iPhones sans pour autant être censuré. Mais du coup, pour le comprendre, il faut une petite grille de décodage. Le newsgame est également très pratique pour comprendre des mécaniques complexes, souvent. Là, par exemple, c'est Cutthroat Capitalism s'attaque à nous faire comprendre en quoi les pirates somaliens ne sont pas juste des bandits sur des bateaux qui attrapent des gens, mais qu'il y a une économie derrière, vraiment une notion capitalistique, que c'est un business, que ce sont des gens qui ont des objectifs. Et donc, vous êtes dans la peau d'un pirate somalien et vous devez aller déjà identifier les bateaux, attraper les bateaux qui sont les plus intéressants. Ensuite, vous êtes dans la mécanique de négociation de la rançon des otages. Et puis, on s'aperçoit derrière aussi que les pirates somaliens, ils ont des obligations que pour obtenir le soutien ou non des chefs de guerre qui vont leur fournir des hommes ou des financements, il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc, on comprend à travers un jeu une mécanique assez complexe et potentiellement un peu surprenante, qui est le côté très capitaliste de la piraterie en Somalie. Enfin, non d'ailleurs pas enfin, l'avant-dernier point, c'est que le newsgame est très intéressant pour appréhender les données. Ça, c'est l'exemple du pariteur qui a été créé en 2013 à partir des données de l'INSEE par WeDo Data, qui est un studio parisien. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'INSEE avait plein de données super intéressantes. Les salaires à travers toute la France en fonction des métiers et du genre. Et comme beaucoup de gens qui possèdent des données ne savaient pas les valoriser, WeDo Data leur a proposé quelque chose de très intelligent, puisque l'esprit humain, notre cerveau n'est clairement pas fait pour comprendre une statistique, dans le sens où on est quasiment incapable d'appliquer à l'individuel une statistique générale, et à l'inverse, on a tendance à projeter ce qu'on a comme expérience personnelle sur des statistiques générales. Eh bien, ils ont renversé les choses. Plutôt que de dire les femmes sont en moyenne payées 20% de moins que les hommes, génial, mais 20% c'est hyper large, ça veut dire quoi? Il y en a 5%, d'autres 30% peut-être. C'est une statistique finalement assez désincarnée. Et là, à travers un petit questionnaire, on vous demande d'abord si vous êtes un homme ou une femme, ensuite quel âge vous avez, quel est votre métier, dans quelle région vous travaillez, et quel salaire net vous avez. Et sur cette base-là, on peut non pas vous dire les femmes gagnent 20% de moins que les hommes, mais plutôt vous gagnez, en l'occurrence par exemple sur cet essai, 5 000 € de moins par an qu'un homme ayant la même situation que vous, dans votre région. C'est rigolo parce qu'on peut aussi imaginer que du coup ça peut servir à regarder dans quelle région on serait à peu près mieux payé en fonction de notre type de poste. Donc voilà, et donc là le newsgame a son intérêt d'utiliser pour traiter les données. Il n'y a rien de mieux pour faire appréhender des données, notamment des statistiques, à quelqu'un que de lui faire manipuler ces données. Puisqu'après, évidemment, on peut jouer avec, se mettre dans n'importe quelle région, tester tous les métiers, découvrir les données, les explorer soi-même, on les comprend beaucoup mieux comme ça. Et donc enfin, le newsgame est également très pertinent pour créer de l'engagement. L'exemple que nous avons là, c'est celui de Spent, qui est un jeu qui commence à dater, ça date de 2011, mais c'est un très bon exemple, qui a été fait par une agence qui s'appelle McKinney aux États-Unis, qui travaillait pour l'Urban Ministry of the RAM, qui est l'équivalent d'un secours populaire en France, c'est-à-dire qui va s'occuper des gens défavorisés.
et qui vous met dans la peau de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui doit essayer de tenir un mois sans rencontrer la banqueroute. Vous choisissez un métier, vous choisissez un logement plus ou moins loin de votre métier, ce qui va vous coûter des sous en déplacement, etc. Et chaque jour après jour, vous voyez votre budget qui descend, et puis vous êtes confronté à des choix du type votre enfant doit aller à une visite au musée avec la classe, est-ce que vous donnez les 10 $ nécessaires ou est-ce qu'il va rester en études pendant que ses amis vont se cultiver? Vous avez mal aux dents, est-ce que vous allez chez le dentiste ou est-ce que vous prenez un Doliprane et attendez le mois prochain, etc. Et au fur et à mesure, vous vivez quelque part la condition de ces gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il a été fait pour récolter des fonds, et donc à la fin, en fait, il y a une demande de donation, et en une dizaine de mois, il a récolté quelques 40 000 $ ou 45 000 $, je ne sais plus exactement, au profit de la fondation pour lequel le jeu a été fait. Ce qui nous amène donc maintenant à décrire un cas pratique. Je vais aller assez vite dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin, puisqu'on ne peut pas les poser pendant la présentation. NDDL News Game, je vais vous expliquer juste comment on a conçu le jeu, pour que vous voyez un peu comment on peut appréhender la conception d'un jeu. Il s'agit avant tout d'une mise en scène de l'actualité. C'est là où il a fallu faire un gros travail de journalisme pour comprendre le cœur de ce qu'était cette actualité, en l'occurrence un débat sur la construction ou non d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, il y a eu un travail de décryptage de cette actu, à savoir de récolter les arguments des uns et des autres, et en l'occurrence avec un parti pris de notre côté qui était celui de rester neutre. Donc on a fait l'effort de trouver tous les arguments de part et d'autre, avec à chaque fois, pour chaque argument pro, un argument anti qui lui correspond, et détailler suffisamment ces arguments pour que chacun soit valable au regard du camp qui le défend. Donc on a un équilibre sur la partie argumentaire dans le jeu. C'est d'ailleurs le cœur de la mécanique de jeu, du coup. On est sur une mécanique de matching d'arguments. L'objectif du joueur, c'est de trouver quel argument va en face de quel argument adverse. L'intérêt de cette mécanique, c'est que quel que soit le camp que choisit le joueur, j'ai choisi d'être pro, on va m'opposer des arguments anti, et inversement, j'ai choisi d'être anti, on va m'opposer des arguments pro. Le joueur va être au contact des arguments des deux parties, c'est-à-dire qu'en faisant une seule partie, on découvre les arguments des uns et des autres. Ce qui veut dire qu'en faisant une partie du jeu, quelqu'un qui n'a pas forcément d'opinion, qui n'a pas forcément en tête tous les arguments qui sont en jeu dans ce débat, va être sensibilisé à ces éléments. Et puis, on a également fait attention à intégrer le contexte dans lequel se passe le débat. Et d'ailleurs, autant on est neutre sur la partie argumentaire, autant on décrit une bataille argumentaire de manière équilibrée, nous ne prenons pas parti à travers le jeu, autant nous passons un message sur la façon dont le débat se déroule réellement. C'est-à-dire que, en fait, si on joue au jeu, la bataille argumentaire va être stérile, comme elle l'est finalement assez dans le réel, puisque ça fait 40 ans de débats qui n'ont pas amené à une capacité de décision sur ce qu'il faut vraiment ou pas. En tout cas pas au niveau de l'opinion, ou pas de manière très tranchée. Et du coup, ce qui a fait avancer le débat au fur et à mesure, ou en tout cas ce qui a fait avancer le point de vue de l'opinion par rapport à ce débat-là, eh bien, c'est principalement les événements périphériques au débat. Ça peut être les démonstrations de force des uns ou des autres, ça peut être des événements extérieurs qui viennent faire oublier le débat à un moment clé, ça peut être les recours en justice, ça va être les actions de la presse, etc. Et tous ces éléments périphériques, ce sont ces éléments-là qui ont fait avancer le débat, et c'est ça qu'on transmet, nous, comme message à travers le jeu. Et ce qui était important également pour nous, c'était d'aller au-delà de l'écran. On a conçu, en parallèle du jeu qui est disponible sur Internet, un jeu de cartes qui réplique les mêmes mécaniques que dans le jeu, avec le même contenu argumentaire, et qui nous permet en plus d'ajouter des mécaniques qu'on ne peut pas faire à travers un jeu, à savoir des mécaniques de débat réel, c'est-à-dire que quand un joueur va jouer un argument, il va l'exposer réellement à son adversaire en face, qui lui va pouvoir répondre également oralement, et avec également des mécaniques qui permettent l'intervention du public, qui joue le rôle de l'opinion. Du coup, on a des mécaniques qui sont intéressantes à faire jouer en présentiel. Voilà, donc Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment un exemple de jeu avec une problématique très claire au début, un travail de contenu important, et puis le choix de ce qu'on met en place pour transmettre ce contenu et transmettre les messages qu'on veut avec. Maintenant, passons aux bonnes pratiques que nous avons dégagées de ces 2 ans d'expérience sur le traitement du newsgame. La première, et c'est hyper important, c'est d'avoir un objectif clair. Il y a beaucoup de projets
qui ne se font pas ou qui échouent à cause de ça. Ça paraît idiot, mais déjà, il faut savoir pourquoi et pour qui on fait un news game et être vraiment très au clair là-dessus. C'est vraiment très important de savoir exactement ce qu'on fait. Là, on a deux exemples. Un exemple de jeu qui surfe sur l'actualité. C'est-à-dire que Snowden Saga, c'est à peine un jeu et je pense que le mec essayait surtout de gagner des sous avec, vu qu'il y a de la pub dedans. Mais il surfait sur l'actualité. Voilà, il savait ce qu'il faisait. Son objectif, c'était surfer sur le fait que l'histoire de Snowden était très en vue et que du coup, en disant je fais un jeu dessus et je le mets sur l'App Store et sur Android, les gens vont payer et ça va être trop cool. À l'inverse, Phone Story, qui a été fait par le collectif italien Lambolli Industria, eux, ils ont fait un jeu en sachant très bien où ils mettaient les pieds et en sachant que, avec un objectif derrière de récolter des fonds d'ailleurs, comme dans Spent, et en sachant par exemple qu'ils risquaient de ne pas passer sur l'App Store, ce qui est le cas, le jeu a été banni de l'App Store, et ils en font un argument commercial, puisque c'est un jeu qui vous raconte comment votre téléphone préféré a été fabriqué. Vous commencez par jouer des militaires qui empêchent les petits enfants congolais de ne pas travailler pendant qu'ils récoltent le coltan nécessaire à fabriquer vos téléphones, et vous finissez au Ghana à trier des déchets toxiques dangereux du recyclage de ces téléphones, et entre-temps, vous avez attrapé les employés des usines en Chine qui se suicident en sautant du haut des immeubles, et distribué à la volée les mêmes téléphones depuis votre App Store préféré, votre Apple Store préféré, voilà, pour que le public soit comblé. Donc c'est un jeu très incisif sur le sujet, et qui savait où il allait, et tous les fonds, il est toujours en vente, hein, notamment sur, enfin du coup, pas sur l'App Store, mais sur le store Android, et tous les fonds récoltés par le jeu, il doit coûter 73 centimes, un truc comme ça, sont reversés à des associations qui aident les victimes de ces problèmes-là, tous les ONG qui vont aider les victimes de ces problèmes-là, notamment là, si vous allez voir sur leur page web, vous allez voir qu'ils ont fourni, je ne sais plus, 6 000 $, je crois, à une jeune chinoise qui n'est pas morte, mais qui a essayé de se suicider en sautant du haut d'un immeuble, de l'usine dans laquelle elle fabriquait les téléphones. Également très important, c'est adapter les ambitions et les moyens, notamment avec une grosse problématique aujourd'hui, c'est que le news game, il n'y a pas de modèle économique. Autant on achète des jeux vidéo, autant on n'achète pas des news games. Et puis la presse en général a même cette problématique-là elle-même de réussir à vendre ses articles. Donc vendre un jeu, c'est-à-dire un truc qui coûte encore plus cher, on est vraiment dans la limite de la science-fiction aujourd'hui. Pourtant, il y a des moyens de faire. Que ce soit faire en interne et puis profiter des aides aux nouvelles écritures du CNC, par exemple, la coproduction avec des ONG, les pouvoirs publics ou des entreprises qui acceptent de le faire, produire des jeux dans le cadre d'un projet plus large, c'est ce qu'ont fait plusieurs fois les chaînes de télé. Souvent, ils font un gros reportage et du coup, ils en profitent pour caler dedans le budget pour un jeu, ou intégrer ça directement au modèle économique d'un média. Alors ça, c'est pas trop encore fait, mais par exemple, Mediapart fait très bientôt une game jam interne, donc ils vont produire des jeux, et ces jeux seront derrière le paywall de leur magazine en ligne, c'est-à-dire que seuls les abonnés payants pourront jouer à ces jeux. Donc quelque part, c'est un début de modèle économique pour le news game. On verra ce que ça donne. Une fois que vous avez votre idée et que vous savez comment vous allez produire votre jeu, il faut sélectionner les bons outils. Donc là, je donne quelques exemples. Twine, Raconteur, Construct. Construct, c'est vraiment pour faire du jeu. Twine, c'est pour faire du jeu texte. Enfin bon, bref. Ces outils-là peuvent permettre de faire du jeu quasiment sans savoir développer. Juste en créant. Vous avez une idée, vous avez un contenu, vous pouvez le mettre en jeu, entre guillemets, assez facilement grâce à ce genre d'outils. L'autre option, ou même une option complémentaire, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire adaptée à la production de jeux. Pour faire un news game, il faut évidemment un travail de journaliste, et puis il faut aussi toutes les compétences et les métiers qui participent à la production des jeux. Donc là, c'est aussi important de comprendre que c'est vraiment, pour faire un news game un peu ambitieux, on est vraiment sur la constitution et le rassemblement de compétences qui sont pas faciles à trouver au sein d'une même équipe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut souvent collaborer entre différentes entreprises. Il est important également, alors on l'a vu tout à l'heure quand je vous parlais de The Walking Dead, de tailler son contenu pour le jeu. C'est-à-dire que vous avez le choix, soit vous avez un contenu défini et vous pouvez faire un jeu sur cette base-là. Ce n'était pas notre cas sur The Walking Dead et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi. Soit vous faites des recherches en vue précisément de faire un jeu. Et c'est le cas pour Notre-Dame-des-Landes où le concept de bataille argumentaire avait été défini et du coup, on a pu faire le travail de journalisme, à savoir récolter les arguments de part et d'autre. Il faut faire attention à bien faire les choses dans l'ordre pour que ça fonctionne.
Jouer sur l'empathie et les choix, ça c'est vraiment un des gros avantages du jeu et des mécaniques ludiques en général, c'est que le fait d'impliquer l'utilisateur, le joueur, dans une narration va vous permettre de générer de l'empathie et donc de passer les messages de manière plus personnelle, plus directe. C'est le cas par exemple de jeux d'influence qui est présenté là, où la mécanique de jeu principale a été empruntée à The Walking Dead, qui est un jeu vidéo dans lequel on propose aux joueurs régulièrement de faire des choix et voir des choix avec un temps limite pour les faire, ce qui pressurise un peu le joueur. Détourner et réemployer, ça c'est très important. C'est ce qu'on a fait sur Shamgas, où on a pris une mécanique de jeu existante et on l'a appliquée à notre contenu journalistique. Donc ça, du coup, c'était l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'inventer une mécanique. C'est toujours casse-gueule d'inventer un concept de jeu. Alors que quand on utilise un concept de jeu qui existe et qui fonctionne, eh bien, on est sûr de là où on va. Intégrer des call to action, c'est ce qu'on a fait sur Hortoland, c'est ce que vous ai montré sur Spent. On l'a fait également sur NDDL News Game, on proposait aux gens de répondre à un questionnaire, de nous envoyer des informations, etc. Et c'est important parce que le jeu, et enfin, après une phase de jeu, le joueur est particulièrement engagé avec votre sujet, donc du coup c'est le moment où vous allez lui proposer d'agir. S'ouvrir aux contributions, c'est très important de comprendre que le jeu est un outil un peu particulier, on peut le faire évoluer, c'est ce qu'on a fait sur NDDL News Game, c'est-à-dire qu'on proposait aux gens de contribuer, c'est-à-dire de venir éventuellement corriger parmi certains de nos contenus, ce qu'on a fait au fur et à mesure des retours qu'on a pu avoir. Il faut bien comprendre aussi que le jeu, il y a possibilité d'analyser tout ce que fait un joueur, de savoir tout ce qui se passe, et du coup, de prendre toutes ces données et d'en faire quelque chose, soit d'en tirer des informations, soit de venir faire évoluer le jeu ou un prochain jeu sur la base de ces informations-là. Contrairement aux autres médias traditionnels où c'est difficile, à part savoir le temps qu'on a passé à regarder une vidéo ou à lire un article, on n'a pas beaucoup plus d'infos sur ce qui se passe. Alors que quand on propose aux joueurs de faire des choix, on a des vraies informations sur ce qui se passe. Et enfin, de penser mobile, puisque aujourd'hui, les usages nous l'imposent. Il faut absolument, si possible, prévoir vos supports, en tout cas NewsGame, pour être également disponibles sur mobile. C'est le cas d'NDDL NewsGame, par exemple. Ce n'était pas le cas de nos deux premiers jeux, Hortoland et Shamgas. NDDL NewsGame, pour le coup, lui, est responsive, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer sur votre ordinateur ou bien sur votre mobile. Voilà, donc pour aller plus loin, n'hésitez pas à éventuellement poser des questions maintenant, et puis à découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'exposition qui est au 3e étage sur le sujet des newsgames. Exposition que nous allons normalement bientôt mettre en ligne, également sur notre site internet, pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent, donc je suis journaliste. Alors évidemment, question de base, vous l'avez évoqué, le coût, si une rédaction veut s'offrir un jeu et l'offrir à ses lecteurs, ça coûte combien? Et deuxième question, est-ce que, à part Mediapart ou d'autres, vous avez réussi à implémenter un système de gamification qui soit pérenne sur un site d'info pour que les gens reviennent tous les jours jouer sur le site et apprendre comme ça à chaque jour des infos nouvelles, ou en tout cas pratiquer le jeu tous les jours de manière à éviter le coût prototype, c'est-à-dire on fait un truc, c'est génial, ça dure 15 jours, après on s'en lasse, il faut repayer un autre jeu. Alors les deux questions, ça coûte combien un jeu? Question con, mais peut-être qu'il y a une fourchette. Et quelle est la pérennité? Et ensuite, voilà, comment on peut le pérenniser sur un site d'info? Alors combien ça coûte? C'est très variable, ça dépend évidemment de l'ambition qu'on a mis dans le jeu. On peut faire des jeux en quelques jours, voire des petits jeux très rapidement, en une journée homme par exemple, ou 2 journées hommes, comme on peut faire des jeux sur le long cours, comme on a fait pour NDDL News Game, qui, je ne sais plus combien de temps on y a passé exactement, mais c'est un jeu qui se compte en dizaines de milliers d'euros s'il avait dû être produit pour un client. Donc pour le coup, voilà, j'ai envie de dire de quelques centaines à quelques dizaines de milliers d'euros, c'est hyper variable. Si on prend les jeux de France Télévisions, c'est des jeux web documentaires, gros reportages, on est plutôt dans les centaines de milliers d'euros à mon avis. Et puis donc c'est vraiment très variable en fonction de l'ambition que vous avez. Et effectivement, du coup, se pose la question de la pérennité et de la monétisation du newsgame. C'est pas un problème qui est résolu aujourd'hui, c'est-à-dire que les médias n'ont pas pour l'instant une activité numérique extrêmement bien établie en termes de modèle économique, et le newsgame ne vient pas aider ça, c'est-à-dire que c'est comme vous l'avez fait remarquer, quelque chose qui coûte assez cher et qui potentiellement ne peut ne servir qu'une fois, donc on a vraiment un problème à ce niveau-là. Concrètement, il y a sans doute des mécaniques de jeu qui sont réutilisables. On est actuellement en train de travailler dessus, à Casus Ludi, on a lancé un programme de recherche
pour justement ce qu'on appelait Newsgame Matrix, donc le concept de faire une espèce de matrice méthodologique qui permette de dire, au regard des sciences, sociologie, psychologie, neurosciences, etc., telle mécanique de jeu induit telle chose chez l'utilisateur et du coup est pertinente pour tel type de contenu journalistique. Ça peut éventuellement permettre de faire des briques logicielles qui permettent d'accélérer un peu la production, mais on va rester sur quelque chose qui ne va pas diviser par 10 les coûts. Après, peut-être qu'on peut trouver effectivement des matrices. Là, on est ouvert. On a assez peu collaboré finalement avec des médias, parce que les médias ont souvent pas le temps. Et ou ils ont d'emblée l'intuition que ça ne rentre pas dans leur modèle économique. Du coup, on n'a pas forcément, pour l'instant, eu accès effectivement au cœur de ce qui se passe dans un média. Nous, on propose par exemple un format en résidence, de dire on vient faire un jeu chez vous. Comme ça, on est au contact des équipes, on est avec les journalistes, et du coup, on peut d'une part faire un jeu sans leur prendre trop de temps en échange puisqu'on est sur place, et d'autre part, nous, intégrer les problématiques des rédactions et des journalistes pour pouvoir réfléchir à justement comment produire des jeux. Est-ce qu'on peut découvrir des patterns, par exemple, de problématiques journalistiques qui vont être du coup réutilisables, sur lesquelles on pourrait faire une mécanique de jeu qui soit réutilisable de manière pérenne. Et pour finir, côté gamification, Newsgame, on n'est vraiment pas sur la même chose. La partie gamification, là, pour le coup, c'est le côté vraiment essayer de faire revenir les gens, de les engager avec le site, etc. Là, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si le Newsgame peut réellement, sur le long terme, une notion de si vous jouez suffisamment à tous nos Newsgames, vous avez un mois d'abonnement gratuit, je ne sais pas si ça pourrait marcher. D'autres questions? Oui, juste un petit complément. Vous parlez justement de réutilisation de jeux existants. Est-ce qu'il y a une notion de droit qui s'attache au jeu? Parce qu'en fait, ça fait penser aux images, à ce qu'on peut réutiliser quand on voit des choses déjà existantes et qu'on reproduit. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas déposer une idée. Donc un concept de jeu n'est pas quelque chose qu'on peut déposer. On peut déposer des assets graphiques, c'est ce qui s'est fait avec, c'est le problème qu'a eu le jeu notamment dont on s'est inspiré pour Hortoland, le jeu Flappy Birds qui avait été fait avec des graphismes d'un autre jeu, de Mario. Là, du coup, évidemment, son auteur s'est fait attaquer sur ce sujet-là. Tetris, The Tetris Company, la société qui a produit Tetris, est très à cheval sur les droits de son jeu et empêche quiconque de faire un jeu à base de pièces qui ont les mêmes formes, etc. Mais c'est très limité le droit à ce niveau-là. Et effectivement, les mécaniques de jeu elles-mêmes sont utilisables dans tous les sens. Donc c'est vraiment la culture qui existe depuis une quarantaine d'années sur le jeu et les mécaniques de jeu est vraiment un terreau très intéressant d'idées pour faire des newsgames. Il y a eu des exemples de newsgames payants qui ont rapporté de l'argent à leurs commanditaires, que ce soit un média ou une marque ou peu importe. Alors, comme je le disais, Spent a généré plus de 40 000 € en 10 mois pour l'entreprise de charité pour laquelle il a été fait. Les dons, ouais. De la même manière, le jeu Phone Story de La Mole Industria, qui pour le coup a été fait par un groupe d'activistes, et dont le jeu est lui-même payant, et les fonds récoltés ainsi sont reversés en l'occurrence à des ONG, mais ça aurait été pas le cas, ils auraient peut-être moins touché d'argent. Je ne sais pas exactement. Vous pouvez aller regarder sur leur site, sur le site, la page de Phone Story, ils parlent exactement de ce qu'ils font avec l'argent. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à nous contacter par mail, Twitter ou autre.